ici Jean-Dominique Leduc. Vous êtes à l'écoute du balado Vous avez dit BD, un balado qui se consacre entièrement au médium de la bande dessinée. Merci d'ailleurs d'être des nôtres. C'est toujours un plaisir d'être au micro. Aujourd'hui, comme à l'habitude, toujours de la belle visite, mais là, cette fois-ci, j'oserais dire de la très, très, très grande visite en la personne d'Henriette Valium. Henriette Valium, salut. Salut, comment allez-vous, cher Dominique? Est-ce qu'on se vous voit? La radio m'impressionne. Il faut pas, on est entre nous. Est-ce que je déçois beaucoup de personnes qui s'attendaient à une belle voix féminine? J'espère que non. Écoute, il y a toujours des gens déçus sur Internet, tu devrais savoir ça. Ouais. Parce que moi, à un moment donné, j'avais un rendez-vous dans les années 80. J'étais pas connu trop à l'époque. Par personne interposée d'un mec qui m'attendait. Qui attendait Henriette Valium. Et quand il m'a vu en feuille de cuir, le lendemain de brosse, j'ai vu une certaine déception sur son visage. Mais bon, ça, c'était une autre histoire. Mais, oui, et j'ai comme l'impression qu'on va en parler beaucoup d'histoires dans l'heure qui suit. Henriette Valium, te présenter, c'est quelque chose de difficile. Je dirais d'entrée de jeu que tu es le sacro-saint pape de la bande dessinée québécoise de la contre-culture. Je suis heureux que tu parles que tu utilises le terme contre-culture que underground. BD underground. Ouais. Parce que je pensais à ça en m'en venant. Puis ça, je voulais le dire, j'aime pas beaucoup le terme underground. Pourquoi? Parce que c'est souvent associé à quelque chose de non professionnel, de bâclé ou alors qu'en fait, ça veut pas dire que tu fais quelque chose qui n'est pas commercialement viable, que c'est pas d'une facture technique de haut niveau ou professionnel. Moi, en tout cas, j'établis une distinction là-dedans. Et vice-versa, ça veut pas dire que tu fais quelque chose de commercialement viable, que tu vends 3 millions d'albums par seconde, que tes trucs, en tout cas, comme personnellement, comme choix, qui vont m'apparaître artistiquement intéressants. Mais ça, c'est une de tes préoccupations qui remonte à très très longtemps. Je relisais une entrevue que tu avais accordée à Jacques Sanson pour les Cahiers de la bande dessinée dans les années 80. Et d'ailleurs, t'en parlais déjà de ça, de ce désir de vouloir. Et là, on parle d'une entrevue qui remonte au milieu des années 80. Donc là, on est au début d'iceberg, on est à... probablement, au milieu d'iceberg, je te dirais au pic d'iceberg. Bon, alors là, t'as même pas encore publié Mille Rectum à ce moment-là. Il est probablement en train d'être empilé dans mes tiroirs. Bon, alors dans cette entrevue, tu parles de ce désir en disant « Ce n'est pas parce que je suis issu de la contre-culture que je ne désire pas moins publier des ouvrages au standard très très élevé au niveau de la qualité. » Ben oui. Absolument. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux. En fait, je suis ce qu'on appelle un control freak. Oui. Tu sais, puis c'est pour ça que je me suis retrouvé à arrêter de travailler avec du monde, pas parce que les gens autour ont pas de talent mais parce que je suis jamais satisfait. T'sais, et la page blanche, quand je commence un album, en fait, je suis comme le god là, de mon univers. Alors j'ai le droit de regard de zéro jusqu'à l'infini, là, tu sais. Mais des fois, on se fait attraper là-dedans. Tu sais, comme mon dernier album là que tu t'es procuré et que j'ai d'ailleurs à Moi le graphique à Québec qui ont fait magnifique travail. Magnifique travail, je tiens à le souligner, une édition fabuleuse. Ils vont être présents au Festival de BD de Montréal et sauter sur les copies parce que c'est édité à 30 exemplaires chaque. Espérons qu'il y aura une réimpression. En tout cas, mais pour te dire, ça m'a pris 5 ans à dessiner, 3 ans à nettoyer au Photoshop et 2 ans de break. Excusez l'anglicisme. Mais puis pourquoi je l'ai nettoyé au Photoshop? J'ai hésité longtemps parce que c'est un travail de dingue. Oui. Le problème était tout le monde, ceux qui connaissent un peu le graphisme, c'est quand tu mets une numérisation là-dedans et que tu mets le moindre trait, ça jure. Ouais. C'est où tu touches à rien, où tu y vas. Mais moi, je ne voulais pas qu'un éditeur quelconque me donne l'argument de dire, écoute, tu ne corresponds plus aux normes professionnelles actuelles parce que les normes, maintenant, tous les auteurs travaillent sur tablette graphique ou en tout cas finissent par nettoyer, ou tu sais, il y a un passage au numérique. Il y a un passage au numérique. Moi, en tout cas, j'en vois plus d'albums ou de trucs de BD comme on voyait les années 70 à la William où tu vois
c'est fini tout ce temps-là. Donc, je voulais pas avoir cet argument-là. Je me suis dit, si je me fais refuser, ça sera pas pour le contenant, ça va être uniquement pour le contenu. Oui, tout à fait. Alors, je veux revenir dans le temps pour bien planter le décor et expliquer qui est Henriette Valium. Alors, tu es né... Est-ce que tu es coquet? Ça te dérange qu'on dise l'année? Coquet? Mais non, ça me dérange pas du tout. Parce que c'est fou, hein? Tu ne fais vraiment pas ton âge. Alors, tu es né sous le nom... La bande dessinée conserve. Oui, tant mieux. Ouais. Tant mieux. C'est pas le cas de tout le monde. T'es quand même privilégié. Donc, tu es né le 4 mai 1959 à Montréal? Non, oui, mais moi j'ai grandi, j'étais arrivé à 1 an à Repenpoche, qui est la ville magnifique de... Oh my God, comment je me suis emmerdé ado, t'as pas l'idée, mais bon, j'ai grandi moi à Repenpoche. Donc Repentigny pour les intimes. Oui, exactement. Et donc tu es né sous le nom de Patrick Henley. Exactement. C'est un nom d'origine irlandaise, comme quoi que personne n'est parfait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anglophones dans ta famille? Ou... Non. Moi mes parents sont originaires de Gaspésie. OK. Et moi, j'ai appris l'anglais au secondaire, comme tout le monde. OK. C'est tout... mais la Gaspésie est très particulière pour ça. T'as beaucoup de noms écossais, anglais, irlandais, mais sont tous francophones. Mais il y a certains petits micro-villages encore en Gaspésie qui sont anglophones. C'est vraiment particulier, ça. Oui, mais en général, là, tu sais, t'arrives des Ryan, des ci, des ça, ils sont tous francophones. Dans ta jeunesse... Évidemment, il y a une rencontre avec la bande dessinée, avec le médium de la bande dessinée. Il y a une rencontre avec Hergé, c'est sûr et certain. Absolument. Moi, ce qui est arrivé, c'est que dès le départ, comment je te dirais, moi, j'étais pas attiré par la télévision, j'étais plus... mais moi, je vais le dire, bon, premièrement, il faut ramener ça. Ça fait 10 ans que je fais partie des Alcooliques Anonymes. Mais le programme DA m'a beaucoup aidé à arriver à avoir une réflexion beaucoup plus lucide et distante par rapport à moi-même, de dire OK. Et je me suis rendu compte à un moment donné qu'en fait, ça procède beaucoup plus d'une obsession-compulsion que... tu sais, ce que je veux dire par là, je me suis jamais assis, moi, ado ou jeune ado, pour dire « Ah, je vais devenir un grand dessinateur de BD underground ». Non, c'est jamais arrivé. Moi, tu vois, très tôt, là, même avant, écoute, j'étais pas intéressé par la télévision, j'étais dans ma bulle. J'étais un enfant, disons... un petit peu spécial, entre guillemets, très solitaire. Je ne cherchais pas d'amis. C'était pas négatif, mais j'étais vraiment comme dans ma bulle et j'ai commencé à dessiner avant d'écrire. Là, c'était... Mais en fait, j'aurais été, par exemple, dans une famille de musiciens que j'aurais probablement appris de la musique. Mais comme moi, je me souviens, là, je prenais ce qui était le plus proche. Là, fait que mon père était comptable. Il y avait des feuilles blanches, puis un crayon, un stylo. Ben, j'ai pris la feuille blanche, le stylo, puis je dessinais, tu sais. Et la BD, ben évidemment, moi, j'avais Hergé, j'ai eu jusqu'à 8-9 ans. J'avais 3 Hergé, en fait. J'avais l'Étoile mystérieuse, le Crabe aux pinces d'or était en Amérique, et c'est ce qui est vraiment drôle, c'est que j'en demandais jamais d'autres à Noël. Ça me venait même pas à l'idée. C'est... Dans le cas de l'Étoile mystérieuse et du Crabe aux pinces d'or, il y a rien d'étonnant là, parce qu'il y a l'aspect anxiogène qu'on retrouve totalement dans ton œuvre. Et d'ailleurs, moi, je m'amuse à affirmer. J'imagine le petit Henriette Valium, le petit Patrick de 8 ans qui lit Crabe aux pinces d'or et qui, dans la séquence de songe là où Haddock est en train de tenter de dévisser la tête de Tintin. Ouais. C'est comme si tu étais traversé de l'autre côté de la case et t'en étais jamais vraiment revenu. Non, j'en ai jamais revenu. Tout à fait. Mais il n'y a pas juste le côté anxiogène, il y a le graphisme aussi. Tu te souviens du design de l'île qui est complètement comme une ondulation hyper... Moi, ça m'a influencé parce qu'à cette heure, quand je fais mes tas de merde, ils sont parfaits, là, sont designés. Non, mais ils sont designés. La fameuse ligne claire. Moi, ce que je décrirais mon travail un peu comme je parle-tu trop fort? Pas du tout. OK. Je décrirais un peu comme si c'était du chaos, mais calibré. En fait, il y a un très grand contrôle dans ton travail. Absolument. Il n'y a rien de hasard. Il n'y a rien de laissé au hasard, effectivement. Même si tu es très, très, mon Dieu, généreux et dense dans ton approche graphique. Oui, et ça aussi, c'est très, très particulier ce que tu viens de dire. Parce que, généralement, l'artiste tend vers l'épuration. Ben, écoute, j'ai essayé.
J'ai essayé à un moment donné, parce que moi, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'il y a des gens, parce que je suis conscient que les gens aiment pas tout ce que je fais. Il y en a qui sont même pas capables de le lire. Et une personne avait ouvert mon livre, puis tout de suite, elle a eu une réaction de rejet. Je fais le geste, mais on le voit pas à la radio, mais elle a comme repoussé le livre, puis oh non. Bon. Là, puis j'ai essayé, mais je suis pas capable. Même que c'est toujours de plus en plus pire. Et je pense, moi, que c'est une adéquation avec ce qu'on vit. C'est-à-dire que, en 90, l'île de plastique au milieu du Pacifique avait quoi? 100 mètres de large. Puis là, c'est rendu, moi, c'est pareil. J'en mets. C'est un continent, ouais. C'est un continent, là. Puis, d'ailleurs, mon prochain album que je vais commencer à ma fête le 4 mai, symboliquement, parce que ça donne de même, va avoir une tournure écologique. Ça va être sur la pollution et, tu comprends, le over... garde, là, tu sais. Bon, c'est ça, ça va être là-dessus. Mais ton œuvre, quand on la décode, on se rend compte qu'elle est à la fois actuelle et intemporelle. En ce sens où il y a vraiment un rapport, et c'est là, je pense, que l'étoile mystérieuse entre en ligne de compte. Il y a une espèce de cri primal de dire on s'en va droit dans le mur. Oh my God, oui. Réveillons-nous. Écoute, moi, j'ai eu des phases, je suis un grand anxieux, et il faut absolument que je fasse attention. Moi, je suis comme un enfant, OK? Je suis resté, j'ai un range qui va peut-être de 6-7 ans à 13 ans. Et par exemple, l'autre jour, j'ai pas fait attention, puis j'ai écouté un documentaire sur l'écologie, je me souviens plus quoi, puis j'ai été 3-4 jours dans un état d'anxiété, un peu comme un enfant qui va regarder un film d'horreur puis qui fait des mauvais rêves. La même chose. Puis maintenant, il faut que je me dise, non, tu te le tapes, tu l'écoutes, mais range-toi pour faire des belles nuits après. Tu sais, c'est fou, mais ça fonctionne. Je suis obligé de me conditionner parce que sinon, je tombe dans des états d'anxiété épouvantables. Tu sais. Et je pense que effectivement, c'est beaucoup plus sage de te retenir dans la mesure où de toute façon, tout ça est transmis par la suite dans ton travail artistique. Exact. Mais j'ai pas eu juste su RG. RG, c'était ma première rencontre. Oui, voilà. Ouais. OK. Mais je tiens à le dire, ensuite, c'est comme le noyau, évidemment, RG, qui est le primus influencia, si on veut dire. Mais ensuite, si tu veux, je te dirais, là, il y a eu Willem, Crumb et Giacovetti, qui sont un peu les trois autres qui se sont rajoutés. Giacovetti, qui est malheureusement mal connu dans la sphère nord-américaine, qui est un dessinateur italien qui a fait Coco Bill. Oui, tout à fait. Et qui a, si quelqu'un tombe, vous allez reconnaître, moi, il m'a influencé énormément. Les tasses de camomille à terre, les bouts de crayon. Moi, j'ai remplacé ça par des seringues puis des bouteilles de bière, mais c'est exactement, ça vient de lui. Willem, évidemment. Willem qui a toujours eu des petits détails scabreux, mais qui passent à peu près inaperçus. Quand Dick Talon se met la main devant le pantalon puis qu'il y a une petite goutte d'eau qui tombe. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire là? Tu comprends? C'est des trucs comme ça. En tout cas, puis que j'ai eu l'honneur de rencontrer à plusieurs reprises, Willem, et j'envoie un hit là tout à l'heure. Et puis Crumb, ben évidemment, adolescent, les traductions de Mémise. Tu tombes sur Crumb, tu dis « Wow! » Parce que je connaissais pas le côté américain, évidemment. Tu connais l'anecdote de Pierre Fournier et Réal Godbout qui ont rencontré Crumb sans le savoir? Ah non, je le sais pas. Ils étaient assis dans les escaliers de Mainmise à l'extérieur. Je pense que c'était sur Saint-Denis, leur bureau. Et Crumb est passé visiter les bureaux, tout ça, il repart. Les deux gars sont assis dans les marches. Et c'est après coup qu'ils se font dire que Crumb venait de quitter le bureau. Ouais, mais moi, au Fouf, j'ai été assis devant Kurt Cobain il était assis à côté de moi pendant 1 heure. Attends un petit peu, là. Est-ce que t'étais au fameux concert en 90? Oui, ben, je travaillais là. Non, le concert juste avant qu'il devienne populaire. Oui, bon, t'étais là? Oui, je faisais moi, à l'époque, j'étais graphiste. Et, check, ben, ça, c'est une anecdote assez merveilleuse. C'est que moi, tout le temps des Fouf, on se faisait rincer les oreilles avec de la Muse, fait que moi, j'écoutais rien. J'arrivais chez nous, là, pis c'était du Satie, là, même si des gens vont avoir de la misère à me croire. Tu sais, trop c'est comme passé, là, on écoutait eux recevaient un paquet de cassettes, de trucs hardcore ou whatever. Fait qu'à 10h du matin, il fallait qu'ils écoutent, donc tu te tapais. Et à un moment donné, un vendredi, il est 2h, il y a une espèce de dos, les cheveux longs d'en face, qui s'assoit à côté de moi en short.
Et là, moi, dans ma tête, c'est bon. Ça, c'était un autre junkie que Boileau a engagé pour peinturer un bout de mur. On est vendredi 2h, il est venu chercher son 40$. Et le gars me quête une cigarette. Je dis, c'est un anglo, je dis, bon, un anglo-montréalais qui parle pas français, quoi de plus normal. Donc, j'ai dit, OK, je dis, you want a coffee? Hein? Je vais aller chercher un café. Pendant 1 heure, je fais ma machine, je le connais pas, là, j'ai aucune référence. Tout à coup, il sort, là, il y a un mec qui rentre, tout énervé. Je viens de croiser Kurt Cobain. Là, je regarde, mais c'est qui Kurt Cobain? Ben, c'est le chanteur de Nirvana, espèce d'épée, tu sais. Ah, OK. Puis c'est après que, évidemment, quand il est venu hyper populaire. Ben, je l'ai vu, moi, ce concert-là. J'étais mineur, j'avais pas d'affaires avec toi. Fait que ça veut dire qu'on s'est déjà croisés. Sûrement. Oh, oui. C'est quand même drôle. Ben, écoute, tu sais, il y a eu une période au Foufoune, je te dis, si t'arrivais avant 7 heures, fallait vraiment que t'ailles la couche aux fesses pour être reviré de bord, là. Ouais, écoute, pour vrai, ils ont été très gentils de me laisser rentrer. Mes fausses cartes, c'était terrible. On était loin du chef-d'œuvre. Donc, la bande dessinée, tu t'y lances vraiment au début des années 80? Moi, j'en ai fait, en fait, ma première bande dessinée, je l'ai fait à 17 ans. Donc, on parle de 76. Ouais. Mais ce qui est arrivé, ça, c'est fou. Bon, c'était en couleur, en fait, en plus. Et c'était le mec, à un moment donné, défait un étron, puis l'étron parle. Il se met à jaser, OK, whatever. Et puis quand j'étais arrivé, ma première blonde que j'ai rencontrée au cégep, bon, moi j'étais immature émotionnellement, en amour par-dessus la tête avec elle. C'était une bonne bourgeoise bien élevée du vieux Longueuil. Et elle, quand elle a vu ça, ça a été, tu me fous ça aux poubelles, c'est épouvantable de faire des trucs comme ça, etc. Et je l'ai écouté. J'ai détruit le truc. Mais, regarde, fait que donc, ma première BD encore debout officiellement, c'est Vajorbine 14. Voilà, en 1981. Qui a sorti en 83, c'est-à-dire... Syndrome, mais... Ouais. C'est ça, 81. Vajorbine, mais les dessins, si tu veux dire, probablement 80. Ouais. Mais là, dans le milieu des années 70, quand tu fais ça, il y a quand même une effervescence là, sur la scène locale à Montréal. Là. Il se passe des belles choses, là. Oui, mais moi, je suis complètement imperméable à ça. OK. Cordonnier mal chaussé, encore aujourd'hui, écoute, je veux dire, je suis comme un moine, je suis tout le temps devant mes affaires, je me fais inviter, j'essaie beaucoup de faire des efforts, mais bien souvent, c'est comme, oh non, regarde, j'ai pas le temps, ou tu sais. Mais t'es pas seul, hein? Tu connais Grégoire Bouchard? Non, il fait un BDS? Oui, c'est un auteur de bande dessinée qui vit maintenant dans une certaine réclusion parce qu'il travaille jour et nuit sur ces trucs, donc il fréquente plus vraiment les événements. Ben non, non. Souvent, t'as même pas le temps, ou de toute façon, c'est comme je te dis, cordonnier mal chaussé, tu sais, c'est comme ça. Donc, début des années 80, 81 Vajorbine, 83 Syndrome, et là, parallèlement à ça... Attends, Syndrome va pas trop vite, parce que faut dire aussi que je fais de la peinture, des collages, et je me targue depuis que j'ai des ordinateurs, je te dirais depuis une quinzaine d'années, je fais des collages musicaux. Mais je suis pas musicien, Mais t'as fait de la musique quand même. Oui, j'ai été chanteur pour un band qui s'appelait Valium et les Dépressifs, mais ça... Je ne considère pas ça comme étant mon plus bel exploit artistique, là, mais bon. Pourquoi? Oh my God, écoute. Premièrement, je considère que j'ai commencé ça beaucoup trop tard. Selon moi, tu pars un band à 14-15, tu te casses la gueule une première fois et vers 18-20, t'es au pic parce que ça roule à l'illusion. Tu comprends? Et il faut que t'aies du monde en arrière pour puis moi, je suis pas un musicien, j'étais chanteur, parce que probablement qu'être capable, j'aime beaucoup la scène, être capable de jouer une bass ou un drum ou une guitare, je ferais encore des shows, je serais probablement dans un peu comme Woody Allen, tu sais, qui joue... Non, mais... Tout à fait. Tu comprends? Oui, qui joue de la clarinette. Chanteur, moi, c'était beaucoup trop... je me pétais des dépressions après chaque show, mais d'aplomb. L'impression que tu fais absolument tout ça pour que dalle, parce qu'au moins en dessin, il reste une trace, alors qu'en musique, faut que tu répètes inlassablement les mêmes maudites bébelles. Et puis deuxièmement, j'étais chanteur, mais que j'avais aucune technique, aucun cours, ici ou ça. J'avais une voix, il a fallu que j'arrête de boire, que j'arrête de fumer.
Ouais, il faut prendre soin de son outil. Exactement. Fait que Ouais. j'étais très, très, très loin de mon profit, de mes illusions, tu sais. Fait que ça a été plus une déception. Mais je me suis réconcilié récemment, je te dirais, il y a une dizaine d'années avec le band. Et je l'ai mis sur l'Orphelin, mon channel YouTube. Oui, là. tout à fait, on peut avoir accès à ça. Mais bon, sur l'Orphelin, c'est un peu éclectique, puis vous avez, en tout cas, toutes sortes de trucs bizarroïdes, là. Ceci dit, en 1983, la revue Sœur de Croc, Titanic, est lancée, donc une revue entièrement consacrée à la bande dessinée, parce qu'il faut savoir que Feu Jacques Urtubise était un très très grand amateur de bande dessinée et un ardent défenseur du médium aussi. Et donc, ils ont lancé Titanic, c'était une idée complètement folle, de lancer une revue québécoise entièrement consacrée à la bande dessinée. Ils ont tenu le coup pendant 12 numéros, ce qui est tout à fait honorable. Et toi, tu débarques dans ce magazine-là dès les débuts. Donc, les 4 premiers numéros, tu animes une série qui s'appelle La Mallette de plastique. Oui, monsieur. Et c'était prévu en 12 épisodes, mais... 12 épisodes de 4 pages chaque. Ouais. Il y a 2 épisodes qui ont jamais été publiés, qui ont été dessinés. OK, qui ont été complétés, ouais. Oui, complétés. Ouais. Comment je te dirais? C'est un mélange, c'est-à-dire, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que c'était Garnotte qui était le directeur artistique. Il m'appelle à son bureau, après les 4 premiers numéros. Bon, faut dire que c'était quand même une histoire assez compliquée que j'avais partie, un peu... C'est un truc qu'il fallait que tu suives, là. C'est vraiment... Disons que ça... Comparé à l'ensemble de ce qui s'y trouvait dans le magazine, c'était très particulier, effectivement. C'était très particulier, mais moi, je continuais à dire que j'avais ma place. Mais bon, ça, c'est... Oui, tout à fait. Et eux, mais aujourd'hui, je comprends plus parce que j'ai jasé avec Hélène Fleury de tout ça, un moment donné, puis il brassait beaucoup d'argent à tous les mois, et tu marches sur une corde raide, mais avec plusieurs zéros. Et dès que t'as un doute, ben là, t'essaies de... Fait que moi, j'ai fait partie de le doute, et donc, tu peux pas te permettre... Tu sais, aujourd'hui, je nourris moins de ressentiments, je comprends plus. Mais toujours, tu sais, que Garnotte, au bout de 4 numéros, me fait venir dans son bureau et me dit tout à coup, au lieu d'avoir 4 pages, je vais en avoir 2. Mais moi, j'ai dit, écoute, Garnotte, ça n'a pas de bon sens. C'est comme si tu avais commandé une maison de 100 pieds par 50. Moi, j'ai coulé le solage, là. Puis là, tu veux ta maison la moitié grande. Ça marche pas. Je veux dire, déjà, c'est aux limites de la compréhension. Il faut que tu suives. Fait que mais comme j'étais un tempérament bouilleux et j'ai claqué la porte, ce que j'aurais peut-être pas dû faire. Ouais, mais bon. Mais bon, mais on revient pas de toute façon ça. Et une petite anecdote, j'ai rencontré une personne qui découpait et avait commencé à les mettre ensemble. Ah les ouais. épisodes. Ouais. Ceci dit, ce claquement de porte-là va donner naissance à un projet éditorial. Et moi, je trouve que en ce sens-là, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça aurait été profitable à l'histoire. Ouais. Tu lances la revue Iceberg. Iceberg. Ouais. Bon, alors la revue s'appelait Titanic. Vous Ben, lancez... à un moment donné, on fait... Ben, il faut dire qu'on consommait à l'époque des tonnes de hashish, là, faut le dire. Là. Ouais. À l'époque où c'était pas légal. Ouais, à l'époque où c'était pas légal. Et puis, à un moment donné, un soir, on se réunit. Il y a moi, il y a Paul Rossini, il y a Normand Hamel, il y a Thibaut de Corta. Mm-hmm. Et dans un nuage de fumée bleue. Et moi, j'arrive, je suis en tabarnak, ça me prend une bière, il m'a montré sa porte, tu comprends, blablabla, broye, ouais, pipi, de tout ça. Mais on avait déjà eu l'idée, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se remettent à l'époque, c'est que c'était le début, si on veut, de la photocopie qui était devenue accessible au niveau populaire. Et nous, dans notre tête, premièrement, on s'affranchait de l'imprimerie traditionnelle qui coûtait un bras. Ouais. Et deuxièmement, on allait tous devenir multimilliardaires. Tout simplement. Avec les petits fanzines, c'était clair que t'imprimes toi-même, ça te coûte 1,5 pièce, puis tu le vends 5 piastres, bingo. Tu remets 1,5 pièce, fait qu'il y a Sauf que la vente de ces trucs-là, c'est une autre affaire. Moi, je me souviens d'avoir essayé de vendre des icebergs au cégep du Vieux, et les gens te regardaient comme si t'étais atteint d'une maladie, là. Puis tu te rends compte qu'il y a 1%
un certain pourcentage de la population qui aime la BD, et de ça, un autre pourcentage qui vont être attirés vers ce genre de truc-là. Fait que, regarde, oublie ça, là. Mais c'est fou, il y a tellement de gens qui sont passés à côté d'Iceberg. Ben, et aujourd'hui, c'est c'est toutes des pièces de collection. Tout à là. fait. Ce que t'as là, moi, écoute, anecdote en passant, moi, à un moment donné, je déménageais aux 6 mois. J'étais en train de tout massacrer. J'ai fait une boîte que j'ai donnée à la Bibliothèque nationale du Québec en leur disant, écoutez, ramassez ça, parce que j'avais le Iceberg que t'as là, la couverture, elle tenait par du tape, là. Tu sais, tout décrissé, j'ai dit, avec des taches de café, parce que cordonnier mal chaussé, moi, tu sais, ça traîne, mets ça dans une boîte, reviens, tu sais, je m'en fous, je l'ai fait, je connais chaque micro-pouce par cœur de ces boucles-là, tu sais. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte, oh, OK, oui, c'est vrai que ce n'est pas... Il y a Placide à Paris qui a une collection de fanzines, un mur complet, et j'y ai dit, ce que t'as là vaut une fortune, parce que t'as des affaires là-dedans, c'est des 50 copies, d'artistes certains sont devenus connus, d'autres non, mais t'as comme un flash d'une époque, là, comment je te dirais, un flash social, là. Tu sais, de fanzine, pas forcément de BD, mais il y en a, c'était des trucs de musique underground, de tout, des textes, capitalistes, ça, tu sais, t'as vraiment comme un portrait de la société, là, de l'époque, vraiment hallucinant. C'est dans Iceberg que tu publies pour une première fois les aventures de Nit-Nit. Yeah, Nit-Nit. Vos yeux tremblent dedans. Avec une couverture, on peut voir une couverture qui pastiche Coke en stock, où on voit le capitaine Haddock de... Les culottes baissées, qui fait signe à Tintin d'y faire une pipe, et ça, c'est la seconde après le dessin d'Hergé. C'est-à-dire que la seconde après, il a crissé le pilote à l'eau, il s'est baissé culotte, s'est reviré vers Nit-Nit, Tintin qui devient Nit-Nit soudainement, puis ouais, fais-moi une pipe. Évidemment, le lecteur non averti va penser qu'Henriette Valium, c'est un artiste qui manque vraiment de respect à l'endroit d'Hergé et de son œuvre. Mais en même temps, la proposition est tellement à l'opposé du spectre d'Hergé qu'en fait, on se rend compte que c'est forcément stratifié. C'est que forcément. Ah, Seigneur. Ben, écoute, garde. Ça, c'est pas... Moi, ma réflexion, elle s'est bâtie au fil des années. Là, je viens de sortir Nit-Nit et le Lambda Rose, qui est un projet, une histoire de 20 quelques pages, plus une entrevue. Mais c'est un projet que je traînais depuis 20-25 ans. Que t'avais en toi, en tête. Que j'avais en tête de dire, un moment donné, je vais prendre les albums d'Hergé, je vais passer au couteau, et je vais reconstruire. Mais ça, écoute... Mais c'est pas ce que t'as fait dès le départ. Dès le départ, tu dessinais toi-même des strips. Oui. Mais au départ, faut dire que c'est facile de faire une pastiche d'Hergé, de Tintin. T'as juste à y mettre des boules, de le faire plonger dans un univers érotique, puis c'est fait. OK? Et à un moment donné, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus difficile de faire une pastiche, par exemple, de Popeye. Parce que c'est déjà un personnage éclaté, il y a déjà... Bon, même Lucky Luke ou Astérix, il y a une charge sexuelle. Mais, Hergé, t'as dessiné chaque bout de crayon avec 25 bâtons dans le cul pour que rien rentre, quoi. Et ça, tu vois, moi, ça m'a toujours fasciné. C'est un artiste que j'ai un respect, évidemment, c'est un génie. Surtout, moi, dernièrement, j'ai vraiment... quand j'ai acheté les 24 Hergé, je les ai lus avant pour me remettre dedans. Et à un moment donné, quand ça a été le temps, par exemple, de les découper, j'ai passé quasiment un après-midi à regarder les 7 bouts de cristal, qui est dessiné, mais il est magnifique, cet album-là. Il y a des cases, c'est complètement hallucinant, là. Tu sais, que je regardais à la loupe pour la première fois, j'étais là, je dis, my God! Non, c'est vraiment... Puis on se ressemble beaucoup, on a la même rigueur, il a jamais laissé rien au hasard. Alors, il y a quelque chose qui vous lie, là. Une des choses qui vous lie, c'est le contrôle. Il y a quelque chose... On est tous les deux contrôle freak, absolument, tu comprends? La différence, c'est que moi, j'ai probablement le truc ouvert pour que tout rentre. C'est vrai, à peu près la seule différence, quoi. Excusez la vulgarité, je suis emporté par c'est doit être Dominique qui m'inspire. Oui, et je fais ça, moi, à mes invités, généralement. Ouais, mais pour finir avec Hergé, c'est-à-dire que, en même temps, moi, j'ai rencontré Tintin au Congo à peu près vers 10 ans. Et là, tout à coup,
tu commences à lire Tintin au Congo. La première version, là. Oui, une des premières versions. Oui, première version. On parle 70 à peu près. Ouais. OK, mais est-ce que parce que la première version de Congo en noir et blanc est beaucoup plus violente. Non, moi j'ai la version couleur normale. Mais même celle-là, OK, au départ, tu commences à regarder ça, tu dis, OK, c'est pas vraiment du racisme parce que il est quand même altruiste envers le petit coco, mais moi, je qualifierais ça aujourd'hui de dénigrement racial. Ouais. Bon, OK. Ensuite de ça, il arrive une scène où il tue des gazelles au-dessus d'une colline, une cinquantaine minimum. Il en prend une avec le smile, puis il s'en va, mais tu lui donnes encore le bénéfice du doute, parce que tu dis, les gazelles étaient l'autre bord de la colline, ils les voyaient pas, bon, show must go on. Fait que tu lis, et tout à coup, tu arrives à un endroit où, pour récupérer son gun, Tintin va enlever la peau d'un chimpanzé vivant avec un canif de poche. Attends une minute, man. T'es hardcore en esti. Et là, y a pas de colline, y a pas de, tu veux ton gun, tu d'épaisses. Comme ça, c'est funny. C'est frontal. C'est frontal. Moi, tu vois, la motivation pour faire le carton ma motivation pour faire Nip Nip Land de Rose, elle est taquée sur le Tintin au Congo. Tu comprends ce que je veux dire? L'image que je pourrais te donner, là. Ouais. De cette espèce d'énergie, de pulsion, de souffle. D'ailleurs, Nip Nip, c'est un personnage que tu revisites, que tu t'appropries forcément tout au long de ton corpus. Moi, je vais plus loin que ça. Selon moi, Tintin, il est à moi. C'est à moi, Tintin. C'est un leg que j'ai eu. Moi, quand j'étais jeune, Tintin a pris autant de place dans ma vie que mon frère et mes 3 sœurs. OK? C'est pour ça que les considérations de droit d'auteur, de ci, de ça, pour moi, elles rentrent pas dans l'équation. Un peu comme un serial killer, tu vas lui dire, écoute, si tu vas tuer quelqu'un, tu vas faire de la prison ou de la chaise électrique. Une demi-heure plus tard, il est dans la ruelle en train d'égorger une pute. Qu'est-ce qui arrive? Il a obéi à une pulsion. Moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que déjà, au départ, qu'il soit édité, c'est un accident de parcours, c'est un ami qui me l'a financé, parce que moi, au fond, mon but ultime, c'est d'être assis devant mon ordo, de regarder le PDF et de me dire « Wow, tu l'as fait ». Sans qu'il circule? Non. Circuler, pour moi, c'est sûr que je suis content, mais pour moi, c'est second. Ça veut dire... d'ailleurs, c'est un des trucs qui pour moi, qui est dur à accepter dans la bande dessinée. C'est-à-dire que quand je fais un tableau, même si le gars part avec pour des peanuts, je sais que le tableau, mais qu'il le mette au mur, il va faire sa job. C'est-à-dire, de ma main à l'objet à tes yeux, that's it. Mais la bande dessinée, il y a un élément de plus, c'est l'éditeur. Qui, lui, va souvent dicter droit de vie ou de mort, dépendant... Tu sais, Conan Drum Press ont modifié le texte anglais. Ouais, on va y revenir de ça. Bon, ouais. Mais en tout cas... mais tu comprends, en fait que c'est... Puis l'éditer, comment je te dirais, l'éditer comme auteur, ça y a pris plusieurs semaines à me convaincre, cet ami-là, parce qu'au départ, moi, ça me ramène à il y a 20 ans en arrière, dans les années 90, quand j'imprimais à bout de bras mes books en sérigraphie, parce que Raw, Fantagraphic, personne ne voulait rien savoir là, de mes trucs. Et j'ai comme chat échaudé, craint l'eau froide. Tu sais, tu te dis, ça me tente pas d'en revenir là-dedans, puis, tu sais, après, j'ai les boîtes chez nous, mais moi, j'ai pas le temps d'aller, tu sais, ta boutique est proche, mais moi, il y en a à 0, j'en ai mis au port de tête, du that's it. Ouais. Je commençais pas à distribuer mes BD, non, ça. Tu sais, c'est comme si, t'as une dinde qui pond des œufs, puis tu t'attends à ce qu'elle prenne le troc du fermier pour aller vendre ses œufs au marché. Non, la dinde, elle pond d'autres œufs. Est-ce qu'il y avait aussi une crainte, en publiant ça, de s'exposer auprès de Moulinsart, de Casterman? Moi, je l'aurais voulu. J'aurais bien aimé qu'il m'amène en procès, bien sûr. Parce que, tu sais qu'au Québec... j'exagère un peu peut-être, mais je veux dire, au niveau que... Premièrement, c'est un travail très... Excuse de t'interrompre, c'est un travail très défendable. Puis deuxièmement, ça m'aurait fait une belle publicité. T'sais. En même temps, on n'est plus dans le pastiche, là, dans Tintin et le mystère aux lames de rose. Là. On est dans une réappropriation totale. Parce que... Excuse, encore de t'interrompre, on m'a dit à Québec qu'ils ont perdu récemment, il y a 3 ans, contre un mec qui faisait des Tintins à caractère sexuel.
Bon, c'est sûr que moi, je les comprends. Mettons, si quelqu'un prend les designs de Tintin, puis il fait des t-shirts, puis il vend ça dans des marchés aux puces, ça c'est une autre chose. Mais Nit, bon, premièrement, j'ai toujours donné le crédit à Hergé, même si je l'ai écrit tout croche. Ça, par respect, parce que moi, c'est pas... Et autre chose que je suis content de dire, c'est pas systématique chez moi. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un, moi, qui consacre ma carrière à faire des pastiches de Tintin. Ah, pas du tout. Tu sais, c'est ça. Pas du tout, c'est une portion de ton large corpus. Et je ferais pas 20 albums de Nit. J'en ai fait un qui a concentré tout le jus que je pouvais mettre. Je dis pas peut-être éventuellement mais... Oui, mais t'as du mal à te retenir, parce que dans le Palais des Champions, qui vient de paraître en français, j'en ai mis trois, chez moi le graphique, il y en a quand même oui, encore. Je sais. Puis il y en a tout le long, il y en a... C'est comme une dope, ouais. c'est la même chose. Parce que suite à Iceberg, dès la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 2000, tu vas produire des albums en espèce de grande sérigraphie. Moi, je me souviens, je m'étais acheté Primitive Crétin, j'avais mal à la tête à cause des émanations. Tu sais, je sais, mais ça, écoute. Premièrement, tu as sauté Motel. Oui, j'ai sauté Motel. Un petit épisode après Iceberg, qui a été ma dernière tentative de faire un collectif. Qui a été correct, mais bon, ça m'a comme dit, là, non, là, t'es pas fait pour travailler avec du monde, là. Ensuite, tous mes albums, moi, ça a été publié par Dépit parce que personne, des années 90, moi, j'aurais donné un bras et demi pour être publié dans Raw, par exemple. Parce que t'en parlais un peu plus tôt, t'as quand même enclenché t'as entrepris des démarches, là. Ah oui, je les ai envoyés. Écoute, je peux te donner une anecdote de Primitive Crétin. À un moment donné, j'ai envoyé mes BD à Raw. Puis, donc, Françoise Mouly et Art Spiegelman. Et quand je dis envoyer, là, c'est pas par email. Dans le temps, c'était la poste. Ouais. Ça coûtait à tous les fois, OK? Et à un moment donné, je me tanne. Et là, je me dis, OK, c'est last call. Si j'ai pas de réponse, je fais plus de BD. Fait que je prends un flip, des feuilles pleines. J'imprime en 50 copies un immense flip, un côté français, un côté anglais, de 16 pages de chaque bord en sérigraphie de Primitive Crétin, un livre que j'ai même pas moi-même, là, qui est une fucking pièce de collection de la mort. Et, attends, celui-là de Spiegelman, je prends un crayon feutre et sur chaque page à l'intérieur, c'est « You fucking asshole, answer me, bastard ». Je le couvre, je te jure, je le couvre d'insultes. Je le couvre d'insultes bord en bord au gros crayon feutre. Mon tabarnak de trou de cul de merde, tu vas me répondre. Je reçois une lettre venant de Raw. On s'excuse, on a beau nana. Tu sais, il m'a quand même répondu. Ouais, OK. Mais j'étais bon. Et attends, moi si je n'ai aucune réponse, j'arrête là. Parce que j'étais comme... Ça n'a pas d'allure, là, de crier dans le désert de même. Et c'est Fantagraphics qui m'ont réécrit pour publier Primitive Crétin, et j'étais en train de faire Cœur de maman, et j'ai dit, OK, mais je vais pimper Cœur de Crétin et le passer de genre 22 pages à 48, de sorte que entre 2 pages de Cœur de maman, il y a un gap de 3 à 4 ans. Ah ouais. OK. Tu comprends? Ceci dit... Et pour situer les auditeurs et auditrices, c'est 95 à peu près. 80... Non, début 90. 91, 90, 91. Ces eaux-là. Et là, coup sur coup, quand même espacé, mais tu vas donc... tu vas publier à compte d'auteur dans des grands formats sérigraphiés, 1000 rectum, Primitive Crétin, Cœur de maman, Princesse Brune. Non, pas Princesse Brune. Lui, il a jamais été édité en sérigraphie. OK. Et il a été édité en petite copie par Robert Poulain, qui à ce moment-là est arrivé dans ma vie, qui est une espèce de mécène qui m'aide beaucoup. Il achète des tableaux, des trucs comme ça. Et lui, à l'époque, avait un ami qui avait une espèce des contacts dans l'imprimerie, whatever. Puis ils m'ont sorti 2 formats, genre 50 copies un, puis 150 copies l'autre en couleur. Mais imprimé photocopie, là. Mais correct, là. Mais ça avec, je veux dire, j'en ai pas... Je veux dire, c'est très rare, là. Mais donc, il faudra attendre 2007
aux éditions de l'Association à Paris, Oui. avec Jean-Christophe Menu à la tête, Oui. pour que soit publiée une intégrale. Une anthologie. Ad BDX, ouais. Une intégrale de ces books-là, oui, en effet. Un superbe livre. Et là, tu te dis, moi je me souviens de ma réaction quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment se fait-il que c'est publié en Europe à l'association et qu'il n'y a pas un éditeur local qui s'est chargé de faire ça? Ben écoute, Seigneur. Tu veux dire local Québec? Ouais, au Québec. Au Québec, on n'a pas une grosse masse critique. C'est sûr. T'sais? Alors, ce qui se produit, ben, tu sais, comme je te disais, si tu veux, c'est une opération commerciale, l'édition. T'as une personne sur 1000 qui va acheter de la BD, puis là-dessus, t'en as une autre sur 1000 qui va s'intéresser aux produits, aux séquelles dérivées. Là. Parce que Menu il a fait un boulot. Ouais, absolument. Fou. Absolument. C'est un album magnifique. Exactement, oui. Et d'ailleurs, s'il y a des auditeurs et des auditrices présentement qui connaissent peu ou pas du tout ton travail et qui veulent mettre la main de façon relativement rapide sur ton travail, ben il faut se diriger vers AppBDX Compilato. On peut acheter sur le web, puis dans une librairie, je pense. Oui, en librairie, oui, exactement. Tout à fait. Et donc, c'est 63,95, mais là, c'est vraiment une méga brique et c'est grand format en plus. Exactement. Moi, je trouve que c'est un bouquin c'est un acte d'amour de la part de Jean-Christophe Menu, de respect en tout cas. Mais la situation du Québec est assez particulière. Ouais. Moi, je considère le Québec comme un schizophrène. C'est-à-dire un grand autistique qui reste chez Papa Canada, maman États-Unis, ou l'inverse, là, puis tu sais, c'est... Puis les Américains, bon, de leur bord, ils vont se prétendre très ouverts, mais ils sont très, très fermés, les Américains. Ouais. Moi, je le sais, parce qu'à un moment donné, j'étais allé à L.A. en 99, et ils en ont rien à foutre de qui tu es, d'où tu viens, de ce que tu fais. Et au seul moment où ils ont vraiment prêté attention à ce que je racontais, c'est quand j'ai dit que le médecin était gratuit. Là, ils ont tout reviré à la tête. Mais autrement, regarde, take a number. À moins d'être un gros nom comme Picasso ou... Bon, je force le trait, là, mais moi, j'ai senti, ils sont en circuit fermé. T'sais? Fait que si t'as pas une adresse postale aux États-Unis, là, forget that. Fait que, puis, parce que Kim Thompson, qui parle très bien français, a essayé Primitif Crétin, il me l'a dit, on est resté pris avec, on ne l'a pas vendu. Alors... Il te rappelle pas, moi j'ai proposé qu'un de maman, je les ai toutes proposées, un après l'autre. J'ai envoyé le PDF de Palais des Champions puis Silence Radio. Tu sais, c'est Andy Brown de Conan Press. Brown, ouais. Tu sais, mais qui a quand même je dirais pas il a adapté le texte au marché américain. Parce que moi, évidemment, de mon petit garage dans le Maisonneuve, moi, je shoot les niggers, puis à la va comme je te pousse. Ouais. Mais bon, il s'est rendu aux États-Unis, c'est pas évident. Donc, il y a comme... Mais il a été vraiment... moi, j'y ai laissé carte blanche. J'ai dit, écoute, t'es un gars qui a une tête sur ses épaules. Tu connais Valium, tu connais mon univers, et tu sais, il a dosé ça. Je veux dire, moi, j'ai... Tu sais, honnêtement, je pense qu'il y a un truc que j'ai refusé, qui était une faute d'orthographe, mais j'ai dit, non, ça, les fautes d'orthographe, ça va avec le langage complètement weird, qui a toute une histoire avec ça. C'est qu'à un moment donné, parce que mon anglais est fucké, mais mon français, des bouts, surtout dans le cœur de maman. Mais tu joues beaucoup avec la langue, hein? Oui, mais ce qui est arrivé, c'est que dans le cœur de maman, les originaux sont en anglais. Sont en anglais? J'ai certaines BD que les originaux sont en anglais, et mon anglais est pourri, là, au niveau des verbes. Tu sais, un anglophone qui lit ça se dit, non seulement ce gars-là est stone, mais c'est sa dernière neurone. Mais pourquoi d'abord travailler en anglais dans une langue que tu maîtrises pas? Parce que ça me plaît... bonne question, je sais pas. J'ai dû à ce moment-là, peut-être que je voulais... Je sais pas. Qu'est-ce qui m'est passé? Sauf que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, quand je suis venu pour traduire en français... J'ai dit non, au lieu de mettre un français correct, je vais traduire l'anglais fucké que j'ai écrit. Alors, ça fait qu'à un moment donné, t'as une page où c'est le cron qui est debout de ça et qui dit « Je vais aller à tuer ». Tu comprends? Au lieu de dire « Je m'en viens pour tuer », je vais aller à tuer.
ça induit une espèce de... Tu rajoutes un petit truc, là, tu comprends? Ça ajoute une couche. Une couche de plus, comme si on en avait besoin de... Il y en a... Ben, en fait, c'est très stratifié, du Henriette Valiant. Oui, mais tant mieux! Non, mais tant mieux, parce qu'il y a un plaisir de lecture et de relecture aussi. Ouais, ben moi, beaucoup de commentaires, souvent, les gens disent, écoute, à toute fois, j'ouvre le livre, n'importe quel, surtout le Palais des Champions, et je découvre d'autres choses, là. Je rentre dans un dessin, puis... Mais ça, écoute... ça attire pas tout le monde, mais des fois, c'était peurant. Moi, à un moment donné, j'étais allé à Bethesda. Ça existe plus. Il y avait une espèce de... Bethesda, c'était un peu Ville-Saint-Laurent par rapport à Montréal, mais Washington. OK? Puis il y avait le press. Il vendait des BD, puis tout ça. Et puis, à l'époque, j'avais Cœur de maman sérigraphié. Et à un moment donné, il y a un mec en blue jeans qui arrête, bang, devant mon comptoir. Tu sais, les Américains, un gars du Texas, il parle un peu comme moi, il parle fort, puis il prend la place, il dit « Are you Henriette Valiant? » Je dis « Ouais. » Il regarde ça, il pogne les 4 albums les 3 albums sérigraphiés, il les paye cash, il disparaît. OK. Le lendemain matin, j'ouvre mon truc et je vois le gars arriver comme ça, en blue jean, même tenue, mais buzzé, là, tu le vois. Et monsieur, il a le cœur de maman dans les mains et il a pas dormi de la nuit, il a fumé des pétards. Et là, il commence à me raconter, là, il a calculé le nombre de morceaux de corps qu'il y avait dans une case. OK? Et le gars dit « I love you, see you in an end. » Puis je m'attends à ce qu'il sorte un gun, puis il me tabarnak un boulette, là. Non, sérieux. Tu comprends le feeling? Genre comme le gars qui a tiré John Lennon, là, je t'aime, bang. Ouais. Tu comprends? J'ai été une demi-heure, puis j'avais hâte que quelqu'un arrive. J'étais tout seul avec. J'ai dit, Chris, c'est un fou, ce gars-là, là. Mais lui, il s'était approprié totalement. Lui, il a embarqué dans mon univers. Je parlais pour lui, je parlais son langage, là. Tu comprends? Ouais, OK. Tu sais, tu comprends, des fois, ça... Ouais, ben c'est ça aussi, la lecture stratifiée, c'est que... Ouais, tu tombes... Mais à l'inverse, quelqu'un qui te lit au premier degré... Mais il est malheureux. Non, mais il pense que t'es fou, carrément, aussi, là. Ouais, si tu veux. Mais ça dépend. Comme le nit, faut pas utiliser ça au premier degré. Mais rien de ce que tu fais doit être... C'est homophobe, c'est islamophobe, c'est... ça a toute phobe, là, rajoute-les, là. Tu comprends? Toutes les phobes sont là, là. Mais à un moment donné, tu vois, Guim était dans une expo au musée Juste pour rire où j'avais une grande toile que j'avais fait pour Denis Wolf, qui a un studio de son, un truc de 20 par 20, mais que j'ai jamais vu la toile déployée. Je l'avais peinte en noir, un pied par un pied, roulé à mesure, chez moi. Une grosse case de BD dans Princesse Brune. OK? Et Guim me raconte qu'il est à côté d'un psychiatre, et le psychiatre regarde ça et a dit c'est un schizophrène qui a dessiné ce tableau-là. Je le prends comme un compliment. Ouais. Tu te prends bien, ouais. Mais c'est sûr que si tu prends ça au premier degré, non, oublie ça, là. Mais rien. Mais écoute, je sais pas, regarde du Bosch. Des tableaux. Moi, j'ai eu l'honneur d'en voir un tableau. Tu vois, le Palais des Champions, c'était un mélange de Gottlieb et de Bosch. Parce que totalement. C'est inspiré de médiéval, d'enlumineux médiéval, beaucoup de trucs. Totalement. Mais moi, à toute fois que je vais à Paris, je vais au musée du Moyen-Âge parce que les enlumineux, c'est de la BD. Des boucles d'enlumineux, mais puis Bosch, il y en a un là-bas, tu peux passer des heures devant ça, man. Ah ouais, c'est très dense. Ouais, tout à fait. Ouais. Ben, il y a quelque chose, il y a un lien filial. Il y a un lien parce que ces gens-là voulaient raconter des choses qu'ils pouvaient pas dire ouvertement. Alors là, ils le faisaient à travers des images. D'où la codification. Moi, c'est la même chose. Par exemple, cette histoire-là ici, qui s'appelle Lucky Seven. À l'époque où j'ai fait ça, j'étais vraiment... Il y avait du monde, j'avais des comptes à régler, ou en tout cas... Et tout ça, que je suis pas capable de relire, c'est des insultes à des personnes, des trucs, là, genre, mais que moi-même, je peux plus relire, mais je sais que j'ai encodifié ça pour me l'enlever de le chest, d'un certain sens. Combien d'années t'as passé à faire le Palais des Champions? 5 ans de dessin, 3 ans de nettoyage. Ah oui, c'est ça. Photoshop et 2 ans de pause.
moi, comme lecteur, après la compile à l'association en 2007, j'avais l'impression que je reverrais plus jamais de Valium. Pourquoi? Peut-être parce que entre deux albums, tu mets tellement de temps, d'années dans le travail, et que, comme tu disais d'entrée de jeu, t'es pas très 5 à 7, hein, t'es pas très... Non. Bon. Alors, on te perd dans le radar. Hein. Absolument. On te perd sur le radar, et comme tu fais du collage, comme tu fais des toiles, moi, j'avais l'impression, je me disais, peut-être qu'il y en a soupé de la bande dessinée. Oh my God! Souper, tu dis? Ouais. Moi, ça a été longtemps une relation amour-haine. Mm-hmm. Et maintenant, c'est haine-haine. Mais la BD, c'est un peu, pour moi, comme un mec qui fait de l'héroïne, mais qui est pas capable. Ça veut dire, ça y prend une shot au moins, peut-être 2 ou 3 fois par année. Tu comprends? Ouais. Donc, tu y reviens toujours. J'y reviens. Tu sais, comme Nit-Nit, puis là, j'ai pas le choix. En même temps, c'est parce que tu peux dire des choses dans BD que tu peux pas dire nulle part ailleurs. Mm-hmm. Tu peux y arriver à traiter quelqu'un dans sa face de crise d'épais, d'idiot, de n'importe quoi, et tu vas le faire sourire. Et si tu le fais en BD, peut-être en humour, mais ailleurs, non. Tu comprends? Et moi, ce que je te dis, là, encore plus, moi, j'ai une prédiction. Dans 50 ans, si ça roule encore, dans 100 ans, la BD, là, on va prendre notre revanche parce que, mais que les gens soient nomades, là, puis roulent en dessous des nuages, OK? Les kids, là, ils vont dire, là, devant un paquet d'affaires, là, écoute, t'as un livre à amener, il va prendre du Valium, j'espère, ou il va prendre, tu comprends? Il va dire, je veux le palais des champions. D'ailleurs, permets-moi de rebondir sur une question des internautes. Avant que tu viennes ici, un peu plus tôt, avant l'enregistrement, j'ai publié sur ma page de chroniqueur une invitation, en fait, à poser des questions à Valium. Puis t'as eu des questions? Ouais. Magnifique. Je suis content de voir que t'as au moins quelques gens qui t'écoutent. C'est bien. Oui, quand même. Je prêche pas tant que ça dans le désert. Laisse-moi vérifier. Mais c'est une question de Claude Michaud qui demandait est-ce qu'un jour Henriette Valium réalisera un album jeunesse? Ah, c'est bon. Parce que tu sais qu'il y en a plein qui l'ont fait. Richard Suicide le fait notamment. Ouais. On m'a cher. C'est quoi son prénom, Richard? L'internaute, c'est Claude. Cher Claude. Non, écoute. J'ai eu à plusieurs reprises, on m'a demandé de le faire. A priori, je dis pas non tel quel, mais pour moi, c'est vraiment... Il y a des gens qui font ce boulot-là beaucoup mieux que moi. Et puis... j'ai tendance à leur laisser, regarde, tu comprends? C'est comme si tu demandais à un mec qui fait des illustrations des livres d'enfants, vas-tu faire un jour un album de BD Trash Underground? Ben, ça se fait. Par exemple, Richard Suicide, qui vient lui aussi... oui, mais compare-moi pas à Suicide. Je veux dire, t'oses mettre dans la même équation Fange et Lumière. Ben quand même, Richard... non, je fais des blagues. Mais je sais qu'il écoute pas. Mais tu serais étonné. Ah oui? Mais Richard a commis l'année dernière... un album jeunesse fort réussi d'ailleurs. OK, je l'ai pas vu. Et c'est très intéressant de voir, parce que Richard aussi, c'est un icône de la contre-culture au Québec. Ben oui. Avec Cyrus, avec évidemment Geneviève Castré qui nous a quittés, avec... Bossé, c'est plus illustration. Oui, peinture, avec Bossé aussi, avec Julie Doucet. Ouais. Hein? D'ailleurs, petite parenthèse, tu es avec Julie Doucet, vous êtes à vous deux... Des grands... vous avez eu une reconnaissance à l'international immense. Vous avez été, et vous êtes encore à ce jour, toujours dans le milieu de la contre-culture, mais vous êtes des propagateurs, vous êtes des dignes représentants de la bande dessinée québécoise. Moi, totalement. Je pense que oui. Totalement. Absolument. Moi, tu vois, à un moment donné, j'ai été surpris. J'ai rencontré 2 personnes qui venaient de Nouvelle-Zélande et ils connaissaient mon travail. Wow! J'ai fait comme... Shit, c'est l'autre bord de la planète, ça. Elle est petite, la planète. Oui, c'est vrai. Mais là, avec le web, c'est sûr que là, ça a rapetissé. Là. Et donc, Palais des champions paraît
d'abord en anglais chez Conundrum Press il y a 2 ans. 2000, attends, j'ai ça dans mes papiers. Là. J'ai 2015. Ouais, ça va vite déjà. 2015. 4 ans déjà. Et là, il vient tout juste de paraître chez Moël Graphique une structure éditoriale de la vieille capitale, donc de Québec, qui fait vraiment de très beaux livres. Magnifique. Et là, ils vont être présents au Festival de BD de Montréal. Je vais donc être présent par la bande. Et donc, parce que ça, tu vois, c'est un autre truc, je trouve. Bon, à Québec, ils ont commencé je sais pas, bon, ils reconnaissent le travail d'auteur atypique, disons. D'ailleurs, tu as été couronné l'an dernier. Oui, l'an dernier, j'ai eu un prix. Et moi, j'ai hâte que le Festival de BD de Montréal soit un peu moins axé sur le côté commercial et qui ouvre un peu plus leur vanne, justement, à des mecs comme Rick Rambles, comme moi, comme... tu sais, qui forcément ont pas des chiffres de vente, mais qui sont quand même des professionnels, là. Totalement. Tu comprends? Oui. Mais bon... Ils ont cette volonté, en tout cas, à tout le moins, de faire un événement bilingue, parce que maintenant, il y a un pan anglophone. Ouais, ça, c'est tant mieux, déjà. Mais oui, mais doublement, donc une raison double de t'avoir, parce que ton corpus est autant en français qu'en anglais. Moi, j'ai toujours publié, c'est-à-dire, je me suis toujours fait un devoir de traduire moi-même mes propres BD en anglais. Pourquoi? Contrôle freakisme chronique, Ouais. first. Deuxièmement, évidemment, pour essayer d'arriver à diffuser mon travail ailleurs qu'au Québec et en France. Parce qu'il faut pas oublier que au début, maintenant peut-être moins, mais au début, quand t'arrives avec mes trucs, moi j'ai jamais châtié mon français, là. C'était très difficile, les gens comprenaient pas là en France là. Tu sais, puis moi j'écris avec une phonétique surtout NIT là et le mystère du lame d'arrose, les QU c'est des K, il y a des W partout, wing, bon tu sais. Quand tu connais pas le québécois, moi j'ai vu des Français qui ils ont l'impression de lire du créole et avec raison là, c'est du joual, tu sais. Puis moi je modifie la phonétique au gré des cases, c'est-à-dire que quand ça fit pas, je vais changer les ENT pour donc c'est un AN. souci technique parfois. Ah oui, absolument. Moi, si la phrase rentre pas, je change le texte, là. Tu vas t'organiser pour que ça rentre. Oui, je vais m'organiser pour que ça rentre, fait que je mets ça. Mais sais-tu pourquoi? Il y a quelques années, je nourrissais encore peut-être quelques réserves, puis à un moment donné, c'est comme, je pense qu'il y a 6 mois, j'étais dans le métro, puis j'étais penché au-dessus d'une jeune fille qui textait sur son cell. Puis je me suis dit, mais c'est un nouveau langage, là. Il n'y a plus rapport, le français, là, ou le TK. Mais il y a déjà un peu de ça dans ton œuvre, de toute manière. Oui, parce que j'ai dit, en TK, tes voix aller. Tu dis, wow, c'est vraiment un nouveau langage. Ouais. C'est pas surprenant que le français traditionnel enseigné, vous êtes plus dans la gang, les boys, là. Je veux dire, ils devraient enseigner le langage phonétique de tablette, langage de tablette, TK. Moi, je ferais une grammaire, carrément. Let's go, on y va. Pourquoi pas? Mais c'est déjà ce que tu fais dans ton œuvre, de toute manière. Oui. Oui, en partie. Oui. Mais par contre, tu vois là-dedans, non, pas toujours. Comme par exemple... T'as ici l'espèce de... Cette histoire-là, elle est en français parfait. Parfait. L'espèce de Jean-Guy, là, c'est du français littéraire. Là, ouais. Très personnel comme œuvre, hein? Le Palais des Champions. Ouais. Probablement ton livre le plus personnel à jour. Il y a une partie autobiographique là-dedans. J'étais un tournant, à un moment donné, comme j'ai dit plus tôt, à un moment donné, j'ai fallu que j'arrête de consommer d'alcool. T'arrives à un moment donné à... mais je voulais raconter mon histoire, mais pas genre autobiographique. Allô, je me lève, je me prends un verre d'eau. Non. Fait que c'est très... comme je te disais, à un moment donné, je me suis servi de toute l'iconographie et la symbolique médiévale pour passer des messages que je voulais pas ou je ne pouvais pas dire directement. Juste question de m'enlever ça de la tête ou des trucs, là. Et je l'ai encodé moi-même, il y a des bouts, je comprends plus, tu sais. Mais c'est exprès, tu sais. Oui, mais c'est correct, l'œuvre échappe au créateur. Ouais, absolument. Et elle est rendue dans les mains des lecteurs. Ouais.
J'imagine, qu'en feront-ils? Ah, ben ça, t'as pas le contrôle là-dessus, hein? Ah, merde! J'aimerais ça être sur l'épaule de chacun qui lit. T'sais, non, attends, tu sais, genre... Une belle chose que tu m'as dite, par contre, lors d'une précédente entrevue, concernant Nit-Nit et le mystère du lambda rose, c'est que t'avais, à un moment, l'impression qu'Hergé était au-dessus de ton épaule pendant que tu nettoyais au Photoshop. Oui! Et ça, c'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'étais là devant Photoshop, puis j'ai pris un break, et je le sentais à côté de moi. Qu'est-ce que ce gars-là aurait donné pour avoir Illustrator ou Photoshop? Shit! Tu fais un ovale, il est parfait, il est de la dimension que tu veux, il est au bon endroit, tu peux... Non. Et quand rétrospectivement, je regarde son travail, c'était tout analogique, man. Non. C'est de l'huile de coude. Le pire, c'est que tu regardes, là, j'étais avec qui donc déjà à Québec, où tu prends, je sais pas, l'île Noire, les premiers albums, ils ont été dessinés 8 fois, quoi. Ouais. L'île Noire a été dessinée 3 fois au complet, ou 4 fois. T'imagines? Ouais. Pour refaire les bolides, réactualiser les camions de pompiers. Mais c'est malade. Ouais, c'est fou. C'est malade. Ouais. C'est comme si moi, je retournais en arrière de, je sais pas, moi, Primitif Crétin, puis il y a pas assez de cadavres. Attends, tu comprends? Ouais. Parce que c'est plus trash aujourd'hui. Ben non, la seringue est pas assez grosse, tu sais, je sais pas. Là, Henriette, ton Nit-Nit et le mystère du lambda rose, là. C'est une pièce unique. Effectivement. Tu n'es pas le premier, tu seras certainement pas le dernier, ne serait-ce qu'au Québec. Hein. Au Québec, il y a plusieurs artistes qui se sont, dans une certaine mesure, réappropriés Tintin. On pense à Luc Giard, on pense à Louis Neves, on pense à Yves Rodier aussi, dans une certaine mesure, qui a, lui, complété l'album ultime, l'Alphard. Il l'a complété. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Ah, c'est bien. Et donc, mais là, Nit-Nit et le mystère du lambda rose, pour un lecteur de Tintin et pour un lecteur d'Henriette Valium, là, c'est le summum. Là. C'est le supra-summum. Merci. Moi, c'est un album, là, je vais te donner, peut-être, et j'ai jamais sauté en parachute de ma vie, Dieu m'en garde, mais j'ai vraiment eu l'impression que tu m'as crissé en bas d'un avion. Et que là, j'ai le vent d'en face, là. Et pour moi, c'était ça, là. Et lorsque je l'ai lu pour la première fois, j'étais là, je manquais d'oxygène tellement que j'en recevais trop. Alors, je l'ai relu une deuxième fois. Ah oui? Ouais. Et une troisième fois. Et une quatrième fois. Et le travail de dingue que t'as fait là-dedans, tu t'en as parlé un peu plus tôt, donc t'as découpé des albums, t'as super... mais je vais oui, j'ai superposé, mais le travail qui a été le plus dur, c'est le scénario. L'écriture. De respecter la trame narrative de Tintin. Ça, pour moi, c'était extrêmement important d'avoir quelque chose à raconter qui avait de l'allure, de la manière qu'Hergé l'aurait raconté. Ouais. Hein? J'ai rajouté une entrevue à la fin aussi qui donne une espèce de distanciation encore plus loufoque et débile. Vraiment, c'est le cas de le dire. Et moi, en tout cas, à date, je sais qu'il y a eu beaucoup de trucs, mais Jean-Christophe Menu m'a donné un méchant compliment. Lui m'a dit, c'est le 25e album d'Hergé. Oh! J'ai dit, pardon? Oh. Et j'ai fait comme, oh shit, ok, merci. Vraiment, venant de lui, lui, il le considère comme étant le 25e album d'Hergé. Mais, faudrait faire... Moi, tu sais, je te l'avais dit la dernière fois, il y aurait toute une étude à faire sur les pastiches d'Hergé. Je sais pas si ça a déjà été fait. Ben, ouais, moi j'avais un projet de livre là-dessus. Parce que c'est pas juste ici, hein, en Belgique. Ah non, mais partout dans le monde. Et moi, je voulais, tu vois, dans mon projet de livre, qui a été 2 ans entre les mains d'un éditeur ici au Québec quand même, moi je me concentrais juste au Québec. Juste dans cette mise en contexte, dans cette idée que il y a au moins 3 à 4 générations de créateurs qui ont grandi en lisant Tintin. Absolument. Et qui se sont réappropriés. Maintenant, on regarde de nouveaux jeunes auteurs. Eux, tout à coup, ils ont consommé du manga, ils ont consommé autre chose. Mais quand même, ils connaissent Tintin. Ouais. Parce que, écoute, des années, moi, ma petite enfance, là, de 64 à 70, là,
Il y avait Hergé, là. Hey, c'est fou Il y avait parce que, Tintin, et là. à cette époque-là, toi, il y avait encore, à l'occasion, un nouveau Tintin qui sortait. Oui. Puis pas juste ça, c'est que t'avais rien d'autre. Ben, t'avais rien d'autre. Non, t'avais pas... Il y avait Astérix. T'avais Astérix, ça se il y avait les limitait. Schtroumpfs, ouais. Puis là, t'es arrivé à un moment donné, mais je veux dire, c'était pas... Les mangas, on connaissait pas ça. Ah non, les mangas, il y avait l'underground américain, Forget That, c'était un autre monde. Mais donc, là, vraiment, Nit et le mystère du Lame de Rose, t'as mis des années à faire ça, c'est sûr et certain. 1 an et 8 mois. 1 an et 8 Quand mois. même. D'ailleurs, petite question, Valium. T'as un rapport au temps très particulier, hein? Moi, je suis obsédé par le temps depuis que j'ai conscience de moi-même, quoi. 3 ans. Parce que tu écris dans ton album, tu écris le jour et l'heure à laquelle tu as débuté Oui, et le jour et l'heure à laquelle tu as terminé. exactement. Je fais ça. C'est- Moi, quand j'ai eu 10 ans, là, dans ma tête, j'ai fait une mini-dépression parce que je passais à 2 chiffres. Eh mon Dieu, es-tu sérieux? Ah ouais, absolument. Pour moi, c'était fuck. Alors, on n'arrête pas le... Mais là, mais là, je vais te poser une Pour moi, question. il était trop tard. Mais je veux pas. Non, mais je me souviens, là, c'était shit. Fuck. Quand ma mère m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je viens de passer à 2 chiffres. Mais là, je veux pas te lancer dans une angoisse existentielle, mais t'es à l'autre de la soixantaine. Oui, mais là, c'est moins pire. Moi, l'autre coup dur, c'était à 40. 40, j'ai eu vraiment... Ah ouais, ok. j'ai eu un 6 mois, là, on me ramassait à petite cuillère. 60, ça va, parce que, comme j'ai dit, je consomme plus. Je suis comme quand même en forme, même si j'ai un peu de surpoids, mais je me compare, je me console. Hey, pour vrai, Valium, là, ne pas savoir que t'es né en 59, là. Ouais, Personne, je mets au défi quiconque de mettre le doigt sur le fait que tu vas avoir 60 ans, Ouais. c'est impossible. Puis en plus, t'as une telle énergie, tant en personne... Ça, des fois, je me demande où je la trouve, mais comme je t'ai dit, c'est plus une mécanique d'obsession-compulsion chronique que de... Tu sais, je veux dire, moi, si je dessine pas, si je peins pas, je vais aller me crisser en bas d'un pont, là. Donc là, comme tu disais d'entrée de jeu au début de l'entrevue, t'es sur le bord d'aborder, donc... Oui, là, je recommence. Moi, tu vois, le prochain livre, en fait, c'est que j'ai... Bon, moi, c'est un des trucs que je conseille toujours à des jeunes auteurs. Finis toujours ce que tu commences parce que tu pourras jamais dépasser. Si tu comprends? Et moi, j'ai écoute celle-là, j'ai à peu près 6 planches d'une histoire que j'avais commencée juste après entre 1000 rectum et Primitif Crétin. Oh, OK. Donc fin 80, là. Milieu 80. Milieu 80. Je te dirais autour de 85, 6 à peu près. Et qui s'appelait le Grand Dévasement, OK? Et j'ai une couverture, un début de couverture en anglais, un début de couverture en français, et j'ai 3-4 planches de début d'histoire où c'est les premières BD où je calime mon lettrage. OK? OK. Et là, l'autre fois, j'ai sorti ça et j'ai dit, tiens, ce que je vais faire, mon prochain album, il va avoir une intro noir et blanc et une extra noir et blanc qui va être comme une entrevue à la fin où je suis dépressif. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais l'intro en noir et blanc, c'est que je mets ces planches-là et autour, je vais me dessiner en disant, ben, j'ai même plus besoin de dessiner, je vais aller sur Google, je vais comme, tu sais, whatever, et tu sais, un peu une satire de tout ce fait à Star comme, tu sais, tenant, et la muse, il y a une muse qui va m'apparaître, qui est une bitch extra hardcore heavy, qui va me dire, non, on veut un autre album de Valium, you gonna do it, puis j'avertis le lecteur que ce qui s'en vient, c'est contre mon gré, là. Je suis un malade obsessif compulsif, tu comprends? Et j'ai pas les moyens de me soigner par des psychiatres médicaments, donc un gros setup. Et je vais quand même arriver à faire de quoi avec ces putains de planches-là, au fond, parce que c'est ça. C'est fou. Oui, c'est ça, parce que je ne peux pas... ça me fatigue. Mais là, tu t'embarques encore pour plusieurs années, Pour donc. 10 ans, ben oui, 10 un autre ans. 10 ans, bien sûr. Ben ouais. Et celui-là, c'est une histoire de Patou. Hein? Oui, qui est ton alter ego. Qui est, fait, oui, avec Iceberg, évidemment, Patou, l'histoire est pas compliquée, c'est qu'il y a le cron, Patou, et il va se finir par se faire comme rentrer dedans, big time. Mais c'est le thème global, je vais être l'écologie. Et là, je vais me taper des scènes de villes ultra crowdées, là, parce que ça fait un bout que j'en ai fait, mais là, je vais m'en taper, là, ils vont, un peu comme les RG, là, le crabe aux pinces d'or, tu sais, des pages pleines, mais là, tu vas arriver à un moment donné, puis il y a juste
un spread, là, de méta-KO, je veux dire, non, on peut plus, là, regarde, c'est assez, les boys. Hey, les gars, les filles, là, faut comme arrêter quelque part, là, tu comprends? Tu sais, mais il y a une beauté en même temps là-dedans. Mais il y a quelque chose, je veux plus qu'une beauté. Je trouve qu'il y a un optimisme dans ce que tu fais. Absolument. Absolument. Et là, je vais faire un lien avec un dramaturge et un auteur que j'apprécie particulièrement, Samuel Beckett, qu'on a longtemps lu. Je connais pas. Que fait En attendant Godot, entre autres, qui est connu beaucoup pour ça. Oui. Mais donc, on a longtemps lu à tort Samuel Beckett de façon pessimiste. Alors que Beckett, lui-même, lorsqu'on s'intéresse à son œuvre et lorsqu'on lit ce qu'il pensait et lorsqu'il réfléchissait à son propre corpus, il disait, ben non, je suis pas pessimiste, moi, je suis optimiste. Ben oui. Alors, je comprends très bien. Alors, Valium, c'est la même chose. Il y a quelque chose, encore une fois, d'assez frontal, mais en même temps, il y a de l'espoir, parce que sinon, je veux dire, tout ça, ça rime à rien, là. Absolument. Moi, je reste quelqu'un de... Je suis un bon vivant, je suis un rigolo, un peu clown. J'essaie de doser à cette heure, de pas trop, en tout cas, c'est pas évident, mais... Parce que je sais que je prends bien de la place, puis j'ai une grande gueule, mais finalement, ouais, je reste quelqu'un d'optimiste. Mais ça, c'est... Dans notre famille, on était moqueurs, on était des bons vivants. Fait que, tu sais, c'est... On est moins sujet à la dépression, peut-être, que d'autres personnes. Ben, c'est là que tu trouves ton équilibre. Mais oui, parce que moi, je peins ce que je vois, là. Je décide ce que je vois. C'est pas... je veux dire, moi, j'ai vu des scènes qui dépassent, là, n'importe quoi que je pourrais pu dessiner, là. Tu sais, où tu te retrouves des trucs, oublie ça, là. Tu sais, même il y a 3 ans, quand j'étais allé à Toronto, parce que j'ai eu comme un prix à un moment donné, là-bas, le gender est vraiment fort et tout, tu sais. Ouais. Ah, my God, j'ai pas à accepter ton homosexualité. Je m'en crisse. Tu comprends? Ouais. Même toi, c'est pas un choix. T'es attiré, par exemple, par la même personne de même sexe que toi. J'en ai rien à branler. Tu comprends? Comment ça peut être une issue sociale? Ben, c'en est pourtant une depuis longtemps. Oui, mais parce que les gens ne l'acceptent pas, mais je veux dire, c'est pas une question de refus ou d'accepter. Ouais, non, c'est un fait. C'est comme si tu me demandais, est-ce que t'es pour ou contre les fleurs? Ou les nuages, ou... Tu sais, c'est des faits de société, là. Ouais. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction qu'on peut avoir, et où ça joue, c'est que tu sois heureux. Ouais. Au fond, si, moi, ma question, mettons, tu t'es payé une paire de boules, une opération, des hormones, ma première question, est-ce que tu es heureux maintenant? Et non pas combien ça a coûté, pourquoi t'es allé là. Parce que le monde m'aime pas, ou ça, je veux dire, regarde, en tout cas. Mais je suis peut-être un peu radical de l'autre bord, mais pour moi, c'est des trucs qui sont difficiles à catcher, à comprendre trop. Pourquoi, par exemple, tu vas faire ce parage de tout ça au niveau public, tu veux dire? Ben, en tout cas, si y a des gens à l'écoute présentement du balado et qui sont assez rigides, dirons-nous, dans la vie, ce serait peut-être pas de mauvaise idée de lire du Valium, parce que ça décoince un petit peu. Tu vois, moi, j'ai un projet, à un moment donné, je vais faire, peut-être pas d'ici 10 ans, je vais probablement prendre un break, je vais prendre des super-héros américains, noirs et blancs, qui ont été publiés, surtout, tu sais, n'importe quoi, je m'en fous. Et en fait, c'est sur le gender, et c'est Vulvoman contre Scrotum Bitch, qui ont chacun une dualité insupportable, personnelle à vivre. Évidemment, Vulvoman et Scrotum Bitch, le nom le dit. Et à la fin, ils se font ramasser par Andrew Gina, qui lui a les deux. D'une façon naturelle. Tu sais, c'est complètement absurde. Mais en fait, ça commence, c'est que c'est dans un univers où les hommes se cachent pour être des hommes mâles, et c'est commandé par une méga lesbienne, et c'est chick, ok, qui est Vulva Bitch. Et la résistance mâle est dans des sous-sols de garage avec scrotum, whatever, ce que j'ai dit. Ouais. Et là, ils sont là, ils se font pousser, ils se font mettre des moustaches postiches, et ils font rouler des chars dans des garages, ils jouent au camion pour être... Ils font des hommes, mais quand ils sortent, il faut qu'il y ait de l'air des fifis, tu sais, il faut qu'il y ait de l'air des tapettes, pour fitter dans l'ordre de ça.
Et à un moment donné, les lesbiennes la pognent, elle se masturbait avec un asti dick de black, là. T'es pas inquiet dedans, parce elle a un côté hétéro, là, elle veut se faire mettre, là. Et l'inverse, c'est que l'autre, à un moment donné, lui rêve, il dit qu'il est un gars fort et tout ça, mais il aime bien les tu comprends? Ouais. Ils se rendent compte parce que les deux sont ostracisés de leur groupe d'une manière ou d'une autre. Fait que donc, Vulva Bitch et Scrotum Man, non, Scrotum Bitch et Vulva Man se rencontrent. Au début, bon, tu sais, les trucs classiques, clichés, au début, ils rejettent, ils finissent par, ils copulent, tu sais, ça y est, tout ça. Et ils finissent par être punis par Andrew Gina. Voilà. C'est à peu près le au final. Le compte de cette affaire-là, c'est ça. Mais les gens voient pas, vous voyez pas sa face, là. Non, mais c'est parce qu'au final, Henriette Valium est un auteur conforme. Absolument. T'es très conformiste. Parce qu'au final, au-delà de toute l'approche graphique. Moi, je prends des éléments qui vont à leur place et j'y mets à leur place. Ouais, voilà, exactement. That's it. Ceux et celles qui veulent te suivre sur les internets n'ont qu'à se rendre au henriettevalium.com. Oui, ça, je suis le site web date de 2015 et je suis aveugle. J'attendais d'avoir fini le Lambda Rose et je vais là cet automne là, probablement là, je vais le repimper. Ah oui, ok. Je vais le remettre à jour. Bon, alors c'est là qu'on va pour avoir de tes nouvelles. Oui. Sinon Facebook Henriette Valium. Même Valium est sur Facebook, c'est fou, hein? Ouais, mais bon, Facebook, j'ai failli quitter il y a l'année passée, avec le scandale de... voyons, les trucs d'information, là, Cambridge. Ah ouais. C'est mon gars qui m'a dit, non, reste Facebook, nanana, j'ai comme failli, là, genre, décrocher de ça. Mais c'est un peu comme la télé en accéléré, hein, les médias sociaux. Faut s'en tenir, ça abrutit. Mais, écoute, il y a aussi la question de l'information qui tu sais, que, bon, on est tracé et tout. Tu sais, Louis XIV avait un cabinet pour enlever les cachets de cire sur les lettres, les livres, fait que c'est pas nouveau, ben non, c'est pas nouveau. Tu sais, eux autres veulent savoir ce que t'achètes, quand tu vas l'acheter, puis ce que tu veux. C'est pas... Moi, je m'en fous, de toute façon, c'est pas... tu sais. Mais ça reste que... Tu sais, moi, j'essaie de pas... J'y vais pas souvent sur Facebook, parce que c'est chronophage, comme ça, pas d'allure, là. Je veux dire, tu te lèves la tête, tu viens de passer 2 heures là-dessus. Là. Non, de toute façon, t'as assez de projets. T'as besoin de tout ton temps pour faire ça. Henriette Valium, merci beaucoup d'être passé. C'est un plaisir mutuel. Au micro du balado, vous avez dit BD. Vraiment, c'est peu 1 heure. Hein? C'est peu parce que, écoute, on s'en prendra. Ben oui, c'est ça. Non, avec tes contacts, tu devrais t'organiser, faire un bon documentaire filmé, là, quelque chose de solide. Hein? Ça serait cool. Ouais, ça, c'était un projet. C'est un autre monde, hein? C'est un autre monde. C'est dans les cartons. Un jour, on verra. Mais sur la BD au Québec, un totalement. documentaire... Totalement. Il y a eu une série télé qui s'appelait BDQC qui présentait le corpus de différents auteurs. Qui a été diffusé à RTV, qui était très très bien réalisé, très bien fait. J'y ai collaboré d'ailleurs à titre d'intervenant. Mais c'est vrai qu'un documentaire sur le milieu de la bande dessinée québécoise, si jamais il y a des producteurs à l'écoute, je profite de la perche que tu me tends, Valium, pour dire que j'ai ça dans mes cartons. Valium, merci vraiment du fond du cœur, un grand merci. Bravo pour Nit Nit et le Palais des Champions. Puis moi, je rappellerais que le Palais des Champions, on va être à Montréal au Festival de BD, mais c'est très limité comme édition. Fait que si vous en voulez une copie, je pense que c'est genre 30 ou 40 copies. Ouais, ne ratez pas votre tour. Vous pouvez toujours joindre aussi l'éditeur Moël Graphique, qui sont également sur Facebook et sur Internet. Donc voilà, merci à vous également d'avoir été à l'écoute. Et comme Valium le dit, ne ratez pas votre chance de mettre la main sur ce travail extraordinaire. Valium, merci beaucoup, bon vent, retourne dessiner. Perds pas trop de temps ces médias sociaux. Okay. Allez, à bientôt. Bye. Au revoir.